Mon loulou, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour quelles raisons les gens s'ennuient quand tu racontes une anecdote. Je te décris la situation. T'as envie d'en parler. Il t'est arrivé un truc de fou hier. Tu veux le dire à ton groupe de potes. Donc là, tu commences à l'ouvrir. Tu te rends compte que déjà, de un, les gens, ils sont pas trop captivés, ils t'écoutent à moitié, il y a des conversations qui sont un peu en cours, en arrière-plan. C'est un peu bizarre, les gens, ils se regardent entre eux, mais ils te regardent pas toi, ils t'écoutent pas trop. Tu sens que c'est plus de la politesse qu'autre chose. Et quand tu commences à parler, très vite, les gens, ils commencent à t'interrompre, très vite, le sujet de conversation, il bascule sur autre chose. Et en fait, tu te sens un petit peu, pas trahi, mais presque, parce que, bon, bah, personne t'écoute, et au final, cette anecdote qui était importante pour toi, tu te rends compte qu'elle ne l'est pas pour les autres. Alors, est-ce que finalement, c'est ce que tu as vécu qui est inintéressant, ou alors c'est peut-être plutôt ta façon de le raconter? Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est ta façon de le raconter. Parce que peut-être que tu as pu vivre quelque chose de banal, mais si jamais tu le racontes bien, avec l'art et la manière, avec éloquence, en captivant les gens, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va fonctionner. Peu importe, même si tu racontes tes courses, même si tu racontes, euh, je sais pas moi, ta journée de travail banale et classique, il y a toujours une façon, une manière de faire. Et si tu respectes cette façon-là, cette stratégie que je vais te donner, crois-moi, peu importe ce que tu vas raconter, les gens vont être complètement captivés, tout simplement. Alors, évidemment, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Évidemment, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais avec cette vidéo, avec les conseils que je vais te donner, crois-moi, tu seras ce mec qui, quand il raconte une anecdote, tout le monde se tait, tout le monde est captivé. Et donc, ce mec qui domine les conversations. Alors, évidemment, je le répète, ce n'est pas négatif de dominer, hein, d'accord? Là, on parle d'un point de vue verbal, par rapport à l'écoute des autres, parce qu'en fait, tu domines parce que les autres se taisent et t'écoutent, mais c'est pas négatif, d'accord? Et je pense que, on va être d'accord là-dessus, vaut mieux être celui que les gens aiment écouter qu'être celui que les gens n'aiment pas écouter, tu vois, tout simplement. Donc en fait, oui, c'est une posture dominante, mais au final, c'est pas plus mal. Et ça peut même servir à d'autres, et les gens seront heureux de ça si jamais tu fais bien le travail. Donc je vais te donner les conseils qui vont te permettre d'appliquer ça. Alors déjà, je vais t'expliquer ce que, bah, je dirais un des trucs les plus importants, c'est-à-dire la structure narrative d'une anecdote, parce qu'en fait, en général, l'erreur que les gens font, c'est qu'en fait, quand ils racontent une anecdote, ils vont juste raconter les faits. C'est juste terrible de faire ça, parce qu'en fait, quand tu racontes les faits, t'ennuies tout le monde. Je suis désolé, mais quand tu vas regarder un film, t'as pas un truc qui est factuel, c'est pas un documentaire. Et d'ailleurs, même quand tu regardes un documentaire, il y a beaucoup de narration. Pareil, quand tu lis un livre, c'est pas juste du factuel. C'est pas juste, il marche, il va faire telle chose, il parle à un tel, ensuite il retourne chez lui, il fait ça. Non, c'est pas en fait une description d'événements, c'est de la narration. Donc il y a d'autres choses, il y a d'autres ingrédients secrets qui sont rajoutés. Je vais t'expliquer. Alors, il y a la structure narrative, on va y venir, et je vais te donner une structure extrêmement simple que tu vas pouvoir appliquer instinctivement quand tu vas raconter des anecdotes. Alors ça demandera un petit peu d'entraînement, mais ce qui est normal pour que tu l'intègres de manière automatique et naturelle. Mais voilà, je vais te donner une structure narrative que tu pourras utiliser pour tout dans ta vie dès qu'il faudra raconter une histoire, une anecdote. Et je vais te donner surtout les ingrédients, voilà, je dirais les produits, les clés secrètes, vraiment, voilà, les trucs que tu vas mettre dans la sauce qui vont faire que c'est incroyable. Et bah en fait, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais que peu de gens font finalement. Déjà, la première chose, pour moi, c'est le plus important, c'est qu'en fait, quand tu racontes une anecdote, vraiment, j'insiste là-dessus, quand tu racontes une anecdote, il faut que tu la vives. Faut que, au moment où tu racontes l'anecdote, il n'y ait limite aucun filtre entre la mémoire de ce que tu as vécu et toi là maintenant. C'est-à-dire que tu dois être en fait complètement authentique. Si tu as senti de la joie, faut que tu exprimes de la joie. Tu as senti de la tristesse, faut que tu exprimes de la tristesse. Alors évidemment, te mets pas à pleurer non plus, mais je veux dire, faut que dans ta voix, ça transparaisse. Parce que il y a beaucoup de gens, et t'en fais peut-être partie, qui, lorsqu'ils vont raconter une anecdote, en fait, ils vont rester sur déjà des choses assez factuelles, mais surtout, ils vont rester sur un ton très monotone, et en fait, il y aura pas trop d'émotions, et ça va être très neutre.
ça va être hyper neutre. Et du coup, ça ennuie tout le monde, on n'est pas captivé. En fait, on va être captivé quand quelqu'un raconte une anecdote parce qu'en fait, il y a des émotions. Moi, je connais des gens, ils adorent raconter des anecdotes, ils le font très souvent. Honnêtement, ils ont pas une bonne structure narrative, ils ont même pas forcément un bon rythme, mais en fait, ils vivent tellement leur anecdote et ils sont tellement animés par ce qu'ils disent et ils ont tellement d'émotions quand ils le disent qu'en fait, on a envie de les écouter et ça devient plaisant. Et quand il y a un truc drôle, ben, on va rigoler avec eux. C'est, tu vois, par exemple, quand tu racontes ton anecdote et qu'il y a un moment qui est drôle et que toi tu racontes ça de manière neutre, ça va être très gênant. Ça va être très gênant. Donc, je dirais mettre de l'émotion, de l'authenticité, vivre vraiment ce que tu énonces, ce que tu racontes, ce que tu, euh, j'allais dire, j'allais parler en anglais, mais en gros, y a pas de, y a pas d'équivalent de ça en français. Ce que tu racontes, quoi, tout simplement. En fait, il faut que ce soit authentique, il faut qu'il y ait de l'émotion. Tu vois. C'est hyper important. Je vais te donner maintenant la structure narrative que tu vas pouvoir utiliser, et après ça, je vais te donner d'autres ingrédients magiques que tu vas pouvoir utiliser, qui sont très simples et qui vont faire toute la différence. Donc déjà, dans ta structure narrative, il y a une chose qui intervient, c'est la base, c'est la situation initiale. Ok, donc ça c'est la première étape. Il te faut une situation initiale. C'est logique. Le problème, c'est qu'en fait, il te faut une bonne situation initiale. Donc la situation initiale, c'est quoi? C'est par exemple, euh, j'étais dans ma cuisine en train de faire à manger ou de réfléchir à ce que j'allais faire à manger. Tu vois. Donc, situation initiale. Ça, j'ai envie de te dire, t'as pas de risque en fait. C'est compliqué de se planter sur une situation initiale et tout le monde le fait parce qu'en fait c'est quelque chose de factuel. Tu poses le cadre. Tu dis, bon, j'avais tel âge, c'était à tel moment, j'étais à tel endroit. Voilà, tu poses le décor. Après, tu peux toujours enjoliver. Tu peux toujours ajouter des superlatifs, tu peux toujours ajouter certains mots qui vont rendre le truc un peu plus intrigant. Par exemple, j'étais tout seul, isolé chez moi, dans ma cuisine. C'était pendant une période très sombre. Enfin, tu vois, là, tu rajoutes un truc. Donc, tu poses un cadre, toujours, ça reste quand même assez logique, mais tu rajoutes des adjectifs, tu rajoutes des mots, en fait, qui vont créer une atmosphère. Donc, tu crées une atmosphère, tu vois. Et en fait, quand je dis poser le cadre, c'est aussi poser l'atmosphère, tu vois. Quand tu poses le cadre, tu poses l'atmosphère. Faut que les gens, déjà, ils arrivent à comprendre, à ressentir un peu ce qui se passe et à se dire, ah, il va peut-être se passer un truc là. Je ferais bien de continuer d'écouter l'anecdote. Et ce que tu peux faire aussi, juste après, et ça va faire partie en fait du cadre, mais je dirais, c'est une petite subtilité en plus, tu peux intriguer, tu peux faire un teasing, tu peux dire, faire une sorte d'open loop en fait, une boucle ouverte. Tu peux dire, et il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question toute mon existence. Waouh, putain, il s'est passé quoi? Tu vois. Le mec il est dans sa cuisine, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Donc là, ça intrigue, donc on a envie de continuer d'écouter. Et en fait, je vais pas rentrer dans tous les arcs narratifs parce que après on va rentrer sur un truc très complexe et le but c'est que tu puisses toi retranscrire ça dans une anecdote, mais je te donne quand même l'astuce de l'intrigue et de la boucle ouverte parce qu'en fait c'est quand même primordial et c'est ça qui va faire que tu vas avoir envie de regarder la suite. Et d'ailleurs, si t'es encore en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'au début j'ai fait une boucle ouverte en, euh, en te parlant par exemple de l'arc narratif, de ce genre de choses. Tu vois, même si le but de cette vidéo c'est pas d'être dans une anecdote complètement folle, et de rester sur quelque chose d'assez factuel finalement et de transmettre de la valeur, bah, je le fais quand même parce que c'est quand même utile et ça permet quand même de capter l'attention. Donc voilà. Là, en fait, tu ouvres la boucle. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est la deuxième en fait grande étape. Je vérifie, ouais, c'est bien ça. Parce que je vérifie parce que j'ai fait un truc assez synthétisé. Mais en gros, le deuxième truc, ça va être en fait l'élément déclencheur. Ça va être tu sais, c'est un peu le chaos dans Rocky, quoi. Tu vois, c'est un peu le moment où en fait, putain, il y a un déclic. Il y a vraiment un déclic. Ça peut être un truc positif, négatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'on bascule d'une situation plutôt normale à une situation complètement anormale et dans laquelle il y a de l'intrigue, il y a du suspense, et on se demande ce qui va se passer. Donc, voilà. C'est par exemple, hein, on prend l'exemple de la cuisine, t'allais faire à manger et puis là, oh,
Terrible. Il y a plus de pommes de terre. Tu voulais des pommes de terre, il y en a plus. L'horreur. L'horreur absolue. Comment est-ce que tu peux faire des pommes de terre sautées s'il y a pas de pommes de terre? Tu vois, je grossis le trait, j'exagère. Jamais de la vie tu vas faire une anecdote là-dessus. Mais quoique, ça peut marcher en vrai. Mais c'est pour t'illustrer le truc, tu vois. Parce que ça peut être tout ou rien. Ça peut être, je sais pas moi, Bilbon Saké dans le Hobbit qui reçoit l'anneau. Comme ça peut être toi dans ta cuisine qui te demande comment tu vas faire à manger, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tout est transposable, tu vois. Et évidemment dans ta vie à toi et dans tes anecdotes personnelles. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. On va voir les péripéties. En fait, les péripéties, c'est pas l'élément déclencheur. Il y a déjà eu un déclencheur. T'es déjà dans l'action. C'est par exemple, voilà, pour te donner l'exemple du Hobbit, parce que je trouve que c'est un bon exemple en termes de structure narrative. C'est pas le cliché absolu, j'aime pas dire ça, mais en fait si, c'est un peu ça. Tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux, enfin en fait tous les films de ces années-là. Alors Le Hobbit c'est un film plus ancien, mais le scénario il date de cette période environ. Mais tous les films de ces années-là, de l'époque et tout, ils avaient des arcs narratifs qui étaient assez distinctifs et qui fonctionnent. Je suis pas en train de critiquer, je trouve ça génial justement, et c'est pour ça que c'est des films qui ont bien marché. Tu regardes, je sais pas moi, Gladiator, le Seigneur des Anneaux, 3, même Star Wars, il y a ça aussi. Enfin, voilà, il y a un peu moins ça. Enfin, il y a toujours ça aujourd'hui, mais en général, on veut faire un cinéma un peu plus moderne, donc les scénarios vont un peu changer. Mais finalement, ça se retrouve encore dans les films et quasiment partout. C'est juste qu'en fait, la quête un peu du héros, vraiment en mode cliché, symbolique, comme on peut l'avoir en tête. Il y a ça dans le film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, un film génial qui est incroyable et c'est Charlie Hunnam d'ailleurs qui joue le personnage principal, Charlie Hunnam qui joue Jack Steller dans Sons of Anarchy, qui est une série exceptionnelle. Voilà, j'en place une comme ça. Film très stylé, et je trouve que c'est un film qui illustre super bien ce côté, le périple du héros et tout. Et en fait, je trouve ça vraiment génial. Et ça, pour le coup, c'est un film récent que tu peux voir d'ailleurs, je crois qu'il est sur Netflix, si je me trompe pas. C'est un film vraiment exceptionnel. Il est incroyable ce film. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Donc oui, je te disais, les péripéties, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà eu le déclencheur, et là c'est le moment où je te parlais de ça justement, où par exemple Bilbon Saké, il va devoir passer par, je crois c'est la forêt maudite ou je sais pas quoi, enfin bref, tu sens que, bon voilà, il y a un moment où il va se passer des trucs, ça va être chiant. Toi, quand t'as pas trouvé tes pommes de terre, je sais pas, c'est le moment où par exemple tu vas aller au supermarché, tu vas te rendre compte que t'arrives pas à les trouver dans les rayons, bon, il y a des péripéties, tu vois. Voilà, ça peut être ça par exemple. Euh, et les péripéties, du coup, c'est hyper important parce que c'est là où tu vas tenir en haleine, c'est là où tu vas créer une tension. Donc ça, faut pas du tout l'oublier, hein. Et d'ailleurs, en général, s'il y a une anecdote, c'est qu'il y a des péripéties, donc tu vas pas pouvoir passer outre. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, si en fait tu racontes une anecdote mais qu'il n'y a pas de péripéties, ça va pas être intéressant, tu vois. Il y aura pas de consistance et une morale, il y aura rien en fait. Donc c'est juste parler pour rien dire, tu vois. Mais du coup, ce qui va être intéressant avec ta péripétie, c'est qu'il y ait l'avant et l'après, et que tu puisses introduire ça comme il faut. C'est pour ça que je t'ai parlé de la boucle ouverte, c'est pour ça que je t'ai parlé aussi du déclencheur, et c'est pour ça que je vais te parler là de la suite, qui est le climax. En fait, le climax, c'est quoi? C'est l'apogée, c'est le moment vraiment de l'histoire où on est au pic. C'est le moment où soit les péripéties, elles sont au max, soit il y a un gros dénouement, tu vois, et il y a, je sais pas moi, un héros qui intervient, il y a vraiment en fait un basculement dans l'histoire. Soit parce que c'est bien pire, soit parce que au contraire il y a une aide extérieure. C'est le fameux mentor qui intervient dans quasiment tous les films de tout ce qui est aventure un peu héroïque, un peu style péplum, un peu style héroïque fantasy et tout. Ce que je trouve génial, hein, encore une fois, moi j'aime trop ce genre de scénario, où à un moment, bah t'as le héros qui est au plus bas, il se dit je vais tout abandonner, je vais tout lâcher, puis à un moment, boum, t'as le mentor qui arrive. Alors ça, c'est un arc narratif à part, en vrai, c'est une étape à part, en général, qui arrive avant le climax, ou après d'ailleurs, tout dépend, parce que des fois tu peux avoir deux climax, pas forcément à la même hauteur, mais tu peux avoir deux moments assez hauts dans l'histoire. Ça dépend après de la complexité du scénario. Mais en tout cas, il y a souvent voilà l'aide, ou alors ça peut donc ton climax, ça peut être ça. Parce qu'après, tu peux direct arriver sur le dénouement si jamais tu as eu la bonne aide et que ça t'a permis de résoudre la solution. Ou alors, ça peut introduire justement le vrai climax, où là, bon, bah,
t'as le moment fatidique, le moment où t'as tous les éléments qui sont réunis, voilà, t'as vraiment, c'est là où en fait t'as le plus d'intensité dans le storytelling, soit parce que t'as le plus de tension, soit parce que en général il y a de la tension, parce qu'il y a une incertitude, tu sais pas si le problème va être résolu, etc. Et en tout cas, c'est là où le problème est à son point culminant, mais du coup, le niveau d'héroïsme aussi, tu vois. Donc ça, c'est important. Et puis après, on arrive du coup, je fais la version simplifiée, on arrive à la partie résolution, conclusion, dénouement, tout simplement. Où en fait, là, euh, bah, t'as trouvé la solution, donc c'est la fin de l'anecdote. Donc soit parce que t'as trouvé la solution, soit parce qu'il y a une morale, soit parce que c'est terminé. Mais du coup, l'idée, c'est d'arriver à une bonne conclusion. Alors ça peut être une conclusion qui ouvre sur autre chose, comme par exemple dans Inception où t'as la où à la fin, bon, putain, non, je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler ça. Je peux pas spoiler ça. Il y a peut-être des mecs ici qui ont pas vu Inception et je veux pas qu'ils. Non, je peux pas. Ah ouais, c'est chiant parce que là, il y a trop de films. Ceux qui ont vu Inception, ils savent. Ils savent à la fin le petit détail qui fait que tu remets tout le film en question. Et tu te dis, qu'est-ce- est-ce que j'ai bien compris finalement? Je pensais avoir compris l'histoire, mais est-ce que j'ai compris? Ouais. Donc, sachant que pour comprendre Inception du premier coup, faut être bien réveillé. Faut être bien, faut être bien réveillé. Du coup, ouais, t'as toujours des fois ce truc. Bah, par exemple, typiquement, ça peut être quoi la sorte d'ouverture vers la suite, c'est le cliché. T'as le méchant qui est mort et puis tu vois son doigt qui bouge à la fin, tu vois. Voilà. Sans nommer un film, ça c'est un truc qui est un peu cliché qu'on a déjà vu plein de fois et voilà, c'est un peu, c'est assez marrant, tu vois. Donc ça peut être ça et ça peut être tout simplement une conclusion, une morale, comme par exemple, tu vois, les contes. En général, le conte, t'as toujours une morale à la fin, ou les fables de La Fontaine, hein. Bon, c'est plus court, plus condensé, mais les fables de La Fontaine, t'as toujours la morale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, t'as la morale de l'histoire, tu vois. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire des belles phrases forcément et tout, mais ça, en fait, les gens, ils ont besoin de pouvoir mettre un terme à l'histoire et d'avoir une fin. Tu sais, si on te raconte un début d'histoire et que ça se finit pas, tu stresses, tu vois, t'es en mode putain, mais finis ton histoire, on veut savoir quoi, on veut la conclusion. On a besoin, ça nous rassure de nous dire ah là c'est bon, c'est terminé, tu vois, tout simplement. Donc respecte ça et déjà ça va donner beaucoup plus de consistance, d'ordre et de structure à tes anecdotes et ça te rendra beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant. On va passer à la suite. Alors, voilà, je vais te donner aussi une autre astuce qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitive et qui est liée à ce que je viens d'expliquer en termes de structure. Mais en fait, il faut que tu gardes en tête que si jamais tu as des moments dans ton récit, dans ce que tu dis, qui sont très factuels, qui sont un peu terre à terre, qui sont logiques, où tu vas juste parler du contexte, par exemple, j'ai été faire mes courses. En fait, il faut que tu contrebalances après avec un moment où tu vas créer de l'intrigue ou des émotions, ou tu vois. En fait, faut que quand il y a de la rationalité, faut derrière qu'il y ait de l'émotion. Parce que c'est ce qui va créer la balance entre le chaos et l'ordre, tu vois. Il y a de l'ordre, tu poses le contexte, boum, il y a du chaos. Ah, qu'est-ce qui se passe? On sait pas, etc. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et c'est ça, en fait, qui va globalement permettre de captiver les gens. Parce qu'en fait, si tu restes tout le temps sur un truc logique, rationnel, plat, genre, j'ai fait ça, il s'est passé ça, non, 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 c'est juste chiant. Alors que si t'alternes avec des émotions, c'est incroyable. Et tu peux pas faire un truc que avec des émotions et que avec de l'exagération parce que sinon en fait les gens ils se perdent, ils savent pas trop quel est le sens de l'histoire. Donc en fait, il faut vraiment un mélange des deux et une bonne structure, c'est une structure qui mélange les deux. Ça c'est un truc que tu peux faire de manière très instinctive. Tu t'en rends compte, tu te dis ah putain là j'ai parlé un peu trop d'effets et je suis resté assez vraiment dans le factuel et il n'y a pas eu trop d'envolée lyrique quoi. Donc là tu te dis bon bah vas-y, je vais en rajouter un petit peu, tu vois tout simplement. Euh, Ensuite évidemment, ça je t'en ai déjà parlé, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Je crois que le titre c'était pourquoi les gens s'endorment quand tu ouvres la bouche ou quand tu parles, un truc comme ça. J'abuse avec ces titres, franchement j'abuse. Mais en gros, ce que j'expliquais, c'était que c'était une question de rythme en fait aussi. Alors pas que, mais ça joue beaucoup. Donc il te faut des moments où tu vas prendre des pauses, il te faut des moments où tu vas parler rapidement, des moments où tu vas accentuer certains mots, comme je viens de le faire là par exemple, sur accentuer parce que c'était un mot important, des moments où tu vas parler plus lentement parce que voilà, ça permet aussi aux gens de se raccrocher à nouveau au wagon et après, ah bah, on va accélérer parce que c'est important, parce qu'en fait, faut captiver les gens. Et puis là, il y a de l'action, il se passe des choses, donc faut écouter. Et naturellement, ton cerveau, il est très sensible à ce genre de stimuli. Et en fait, le cerveau des autres encore plus quand tu vas parler. Donc,
ça va marcher et toi en plus ça va te forcer aussi à vivre ton anecdote, à vivre ton histoire, ce que tu racontes et de toute manière naturellement quand tu racontes une histoire et que tu es authentique et que tu la vis en même temps, tu vas avoir des variations naturelles et ça va être normal. Euh, En tout cas si tu fais bien le travail, tu vois. Mais en tout cas garde ça en tête, le rythme est hyper important. Donc voilà, on a fait le tour niveau conseil. Donc si jamais les compétences sociales t'intéressent, les compétences personnelles t'intéressent et que tu veux apprendre à maîtriser le jeu social pour devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer et développer un impact redoutable, je te laisse réserver ton appel offert juste en dessous. C'est un appel stratégique, hein, tu cliques dans la description, tu as le lien, tu peux réserver ton créneau qui t'arrange. Donc c'est un appel stratégique qui te permet en gros d'échanger avec moi pour que je te donne mes conseils et que je te fasse une stratégie sur mesure pour que tu puisses avancer et peut-être qu'à l'issue de l'appel, on travaillera ensemble. Ça, tout dépend. En tout cas, mon loup, moi, je t'ai tout dit. Voilà. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, hein, comme d'habitude. Et on se dit à demain. Ciao.